Chers téléspectateurs, le 350e anniversaire de la publication du premier recueil de ces fables fait que je vais vous parler aujourd'hui de Jean de La Fontaine. Écrivain fameux s'il en est, qui a accompagné la scolarité de plusieurs générations d'enfants à une époque encore pas très lointaine, contemporain donc du grand siècle de Louis XIV, dont le parcours présente effectivement un intérêt certain. Alors La Fontaine, il est né à Château-Thierry en juillet 1621, son père est un maître des eaux et forêts. Il va passer une enfance provinciale à Château-Thierry, au collège local. Il va apprendre le latin, pas le grec. On le voit attiré par la vocation religieuse. En avril 1641, il entre à l'oratoire, mais manifestement ce n'était pas sa voie, et il va en ressortir 18 mois plus tard pour entamer des études de droit qui lui vaudront de se retrouver avec le titre d'avocat au Parlement de Paris en 1649. Mais ce n'est pas cette carrière-là qui l'intéresse. Très tôt, il s'intéresse à la littérature avec un certain nombre de proches qu'il va retrouver bientôt à Paris. Mais entre-temps, ses parents l'ont poussé à se marier. En 1647, il épouse Marie-Ricard. Il a 26 ans et il en a 14 et demi. Ils auront un fils, Charles, né en 1653, dont, il faut bien le dire, La Fontaine ne s'est pas trop occupé. Il n'a pas été un père exemplaire. En mars 1652, il reprend la charge de maître des eaux et forêts paternelles à Château-Thierry, mais comme je l'ai dit, ce qui l'intéresse en priorité, c'est la littérature. Et il se lie à Paris avec un certain nombre d'auteurs, Furetière, Pélisson, Talleyrand-des-Réaux, Maucroix, pour constituer avec eux une sorte de cénacle littéraire, d'abord baptisé Académie des Palatins, qui devient ensuite le cercle littéraire des chevaliers de la Table Ronde en 1656. La Fontaine, à l'époque, s'intéresse beaucoup aux œuvres de voitures, est un grand admirateur de Malherbe, qui a mis en ordre, en quelque sorte, à l'orée du siècle classique, la langue française, mais il est également très intéressé et très admiratif des poèmes de Marot. Il est un admirateur de Rabelais également, et puis chez les anciens de Terence, de Virgile, d'Ovide, en même temps que chez les contemporains ou pour les auteurs plus récents, un admirateur de l'italien Boccace. Alors c'est sur cette tradition-là qu'il va entamer ses premiers essais littéraires à un moment où l'oncle de sa femme, Jeannard, qui est un proche de Fouquet, va le mettre en rapport avec le surintendant des finances qui est en train d'entreprendre la construction du château de Vaux-le-Vicomte. Nous sommes là à la fin des années 1650. La Fontaine s'installe à Paris en 1658 exactement, et il va bientôt bénéficier de la protection de Fouquet, qui lui accorde une pension et devient de fait son mécène. C'est ainsi qu'il travaille à la rédaction du Songe de Vaux, œuvre littéraire qui accompagne la construction du château. La fréquentation de Fouquet et de son milieu fait qu'il rencontre Mademoiselle de Scudéry, l'une des personnalités les plus en vue dans les salons précieux, Scarron, Perrault, et puis également les grands hommes de théâtre que sont Corneille et Molière durant toute cette période. Il s'essaie aussi au théâtre avec les rieurs du Beau Richard, qui ne rencontra qu'un succès bien modeste, car il faut savoir que La Fontaine n'a pas seulement été l'auteur des contes et des fables, mais aussi de 12 pièces de théâtre qui, effectivement, n'ont pas laissé un souvenir impérissable.
En fait, en 1661, tout change pour La Fontaine, puisque au mois de septembre de cette année-là, survient l'arrestation de Fouquet, la disgrâce du surintendant des Finances, et dans ce contexte bien précis, La Fontaine reste fidèle à celui qui a été son protecteur et son mécène. Il publie en 1662 son élégie aux nymphes de Vaux, dans laquelle il implore la clémence du roi pour Fouquet. Il récidive en 1663, l'année suivante, avec une ode au roi pour Monsieur Fouquet, mais on le sait, rien n'y fait. Fouquet disparaîtra en prison. Et pire que cela même, Jeannard, l'oncle de l'épouse de La Fontaine, qui était proche du surintendant, est exilé à Limoges et La Fontaine va l'accompagner dans cet exil provincial en 1663. Cela nous vaudra une relation d'un voyage de Paris en Limousin qu'il rédige à cette occasion. Juillet 1664, il est de retour à Paris, mais s'il veut poursuivre une carrière littéraire, il faut qu'il trouve des protecteurs. Alors ce sera tout d'abord une protectrice, il est fait gentilhomme de la duchesse douairière d'Orléans, c'est-à-dire la veuve de Gaston d'Orléans, le frère de Louis XIII. Ce qui fait qu'il va être accueilli au palais du Luxembourg, en même temps qu'il habite également chez l'oncle Jeannard, quai des Orfèvres. Hein. Il fréquente également le salon de Madame de Lafayette, où il fait la connaissance de La Rochefoucauld. Et c'est à ce moment, en 1664, qu'il va publier des nouvelles en vers tirées de Boccace et de l'Arioste. C'est le début de la publication des contes qui vont établir sa réputation. En janvier 1665, il poursuit dans ce sens avec de nouveaux contes, un recueil intitulé « Contes et nouvelles en vers ». En 1666, 13 nouveaux textes viennent s'ajouter à cet ensemble. C'est la deuxième partie des contes et nouvelles en vers, mais en même temps qu'il se consacre à ce genre, souvent un peu léger, voire licencieux, eh bien, on le voit participer à la traduction de la Cité de Dieu de Saint-Augustin, dirigée alors par Louis de Giry. Il publie dans le même temps, ça peut paraître surprenant, d'autres contes, mais à Cologne, parce que ceux-là sont vraiment très licencieux et mettent en cause des moines et des religieuses, ce qui ne peut que lui valoir éventuellement des ennuis. Et puis, en 1668, eh bien, c'est la publication du premier recueil de fables, une centaine de fables, mises en vers par La Fontaine, regroupées en 6 livres, hein, des fables inspirées par les auteurs antiques, notamment Ésope et Phèdre. Le succès est immense. Hein. La première édition, c'est au printemps 1668. Eh bien, on a une nouvelle édition dès le mois d'octobre et il y aura 40 éditions du vivant de l'auteur, pour ne rien dire de la postérité ultérieure. Il ne se limite pas à ce genre des fables, puisqu'il va publier Les Amours de Psyché et de Cupidon, qui sont présentés même à Versailles en 1669. Là, il s'inspire d'Apulée, de Virgile et d'Ovide. En même temps, il collabore, c'est l'autre facette de son activité, à un recueil de poésie chrétienne en 1670, une poésie chrétienne d'inspiration janséniste. Nous sommes là évidemment dans l'ère du temps, un recueil dédié au prince de Conti, qui va être aussi l'un de ses protecteurs. Et puis, il renoue avec les contes et nouvelles en vers en 1671, dédié cette fois au duc de Guise, le gendre de la duchesse d'Orléans. Il faut toujours songer évidemment à entretenir les sympathies des protecteurs et des mécènes. Il aura une autre protectrice en la personne de Marie-Anne Mancini, nièce de Mazarin, qui était devenue duchesse de Bouillon, mais qui va remplacer, dans une certaine mesure, la duchesse d'Orléans, qui disparaît, qui meurt en février 1672. La Fontaine
va alors trouver une nouvelle protectrice en la personne de Madame de la Sablière, qui va lui rester fidèle jusqu'à sa mort, qui surviendra en 1693. Protectrice et amie du poète, elle va lui permettre de rencontrer, de fréquenter Racine, Perrault, Boileau, toujours avec une inspiration plurielle. Il y a les contes, bien sûr, il y a les fables. Il y a toujours cette inspiration chrétienne que l'on oublie, avec en 1673 un poème d'inspiration janséniste sur Saint-Marc, sur la captivité de Saint-Marc. Et puis, ensuite, La Fontaine va poursuivre dans ce sens, dans cette pluralité d'inspiration, même quand Madame de la Sablière, devenue dévote, pourrait prendre ses distances avec lui à cause de ses contes, mais elle lui conserve quand même toute sa confiance, et en 1674, de nouveaux contes, un peu plus licencieux même, sont publiés à leur tour. Un peu plus licencieux au point que le lieutenant de police, Larénie, va en interdire la vente l'année suivante. Quant à La Fontaine, il est fortement endetté. Il a renoncé à sa charge de maître des eaux et forêts. Il est obligé de vendre sa maison natale à Château-Thierry pour devenir définitivement parisien. Mais la publication des fables, de nouvelles fables, lui permet de poursuivre une carrière littéraire brillante, et avec un succès désormais tout à fait reconnu. Des fables dont la publication va de pair avec celle de nouveaux contes, et puis aussi avec des œuvres un peu plus surprenantes, comme un poème didactique consacré aux vertus médicinales du quinquina, par exemple. Il rédige le livret d'un opéra, Daphné, qu'il avait déjà proposé naguère à Lully et qui avait été refusé, ce qui avait valu aux musiciens du roi d'être l'objet d'une satire intitulée Le Florentin. Et puis, en 1683, en novembre 1683, La Fontaine est élu à l'Académie française par 16 voix contre 7 voix accordées à Boileau. Or, surprise, le roi refuse cette élection et ne l'acceptera qu'en 1684, une fois Boileau élu, avant La Fontaine. Devenu une figure incontournable de la scène littéraire, La Fontaine va être forcément amené à se prononcer dans la fameuse querelle des anciens et des modernes. Il se présente comme un partisan modéré des anciens, mais précise cependant dans son épître à Huet, texte dans lequel il précise ses positions, mais il explique qu'il n'est pas pour autant l'esclave des anciens. Mais ceux-ci vont quand même dans une très large mesure irriguer son œuvre. En 1691, il va rédiger le texte d'une tragédie lyrique, L'Astrée, mise en musique par Colas. Mais là, il faut bien le dire, l'échec est au rendez-vous. Il y aura seulement 6 représentations, l'insuccès est total. Il tombe malade en 1692, et à l'occasion de cette maladie, eh bien, Madame de la Sablière va lui envoyer l'abbé Pouget, l'un de ses proches, pour obtenir de lui, eh bien, qu'il se rachète en quelque sorte de ses erreurs passées. Le poète va jeter au feu une pièce de théâtre qu'il venait de rédiger, et puis, le 12 février 1693, il abjure ses contes qu'il présente comme un livre abominable, et il demande pardon à Dieu. Il n'en poursuit pas moins sa production littéraire, de nouveaux textes, un nouveau recueil de vers publié en juin 93, de nouvelles fables également, notamment une fable, Le juge arbitre, l'hospitalier et le solitaire, qui apparaît comme le testament spirituel et moral du poète. Une fable qui sera un objet
d'admiration, notamment pour le duc de Bourgogne, le petit-fils de Louis XIV. Il publie donc toujours des fables. En 1694, le livre 12 de ses fables, et puis il va mourir en avril 1695, et quand il meurt à cette date, eh bien, on se rend compte qu'il portait un cilice, ce qui semble confirmer en quelque sorte son rapprochement de la religion. Après la mort de Madame de la Sablière, il avait été accueilli par une autre famille, les Dervard, dans leur château de Bois-le-Vicomte, et c'est avec la protection de ceux-ci qu'il avait continué son travail durant ces dernières années. Alors le monde que nous a laissé La Fontaine, c'est un monde d'une grande diversité. On connaît ses sources d'inspiration, les poètes anciens, Ésope et Phèdre. On a découvert aussi qu'il fallait ajouter à cela Pilpay, un auteur oriental révélé en France à cette époque, à la fin du XVIIe siècle, par le voyageur Bernier qui s'était rendu en Perse. Toute la poétique de La Fontaine se veut extrêmement cohérente. Il est attaché au sujet simple, point embarrassé d'incidents confus. Il se réfère aux anciens, il confirme, mais nous dit-il, il ne se veut absolument pas leur esclave, et il souhaite que ces textes, ces fables soient animés par ce qu'il appelle la gaieté. C'est ce qu'il précise dans la préface. La gaieté n'est pas ce qui excite le rire, mais un certain charme, un air agréable que l'on peut donner à toutes sortes de sujets, même les plus sérieux. Quelque chose qui résume assez bien la tonalité générale de ces fables qui vont lui valoir l'immortalité que l'on sait. Ces fables dans lesquelles il s'appuie sur le symbolisme animal, sur une description indirecte de la société de son temps. On pense aux animaux malades de la peste. S'il s'inspire de la vie à la campagne, qu'il a pu observer du fait de son enfance en Champagne et puis du fait de ses fonctions de maître des eaux et forêts. Il s'intéresse aux mœurs rustiques. Tout cela pour produire une poésie morale dans laquelle il nous donne une vision poétique de la nature, une vision critique de certains comportements humains, une vision critique également dans une certaine mesure de la société de son temps. Tout cela, le résultat d'un travail approfondi. C'est un auteur savant, disait de lui Paul Valéry. Son œuvre, c'est le fruit d'une étude et d'un travail soutenu. Œuvre d'observation, un travail également sur la langue, sur la versification, qui explique le succès jamais démenti de son œuvre. Que dire de la postérité de cette œuvre? Elle sera évidemment considérable. La Fontaine bénéficiera, quand s'imposera l'école primaire obligatoire, du privilège d'être l'auteur, le poète le plus familier aux enfants de cette école. Ce qui restera de cette œuvre, Chateaubriand l'a quelque peu résumé en disant de lui: il ne parle pas le langage des hommes, il n'entend que celui des dieux, des hirondelles et des colombes. Chers téléspectateurs, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui Yves-Marie Bercé pour son dernier ouvrage, Esprits et démons, Histoire des phénomènes d'hystérie collective, publié aux éditions Vuibert. Quelques mots d'abord pour présenter mon invité, Yves-Marie Bercé, qui est un des grands historiens modernistes dans la suite de Roland Mounier, contemporain d'historiens que nous connaissons bien, comme Pierre Chaunu, Emmanuel Leroy-Ladurie, qui s'est fait connaître au départ par ses travaux concernant les révoltes populaires au XVIIe siècle, dans le
contexte de tout le débat qui opposait Roland Mounier à Boris Porchnev quant à l'interprétation des mouvements d'insurrection paysanne dans l'Europe du temps, mais qui, au-delà de ses travaux sur les révoltes populaires, de manière plus générale, s'est également beaucoup intéressé à l'histoire des mentalités, à l'histoire religieuse également. Il a publié il y a quelques années un ouvrage concernant le pèlerinage de Lorette et son importance à l'époque moderne notamment. Dans cette étude des mentalités et des imaginaires collectifs, il nous a donné aussi un remarquable essai intitulé Le Roi caché, à propos duquel il revient sur des affaires comme la disparition du roi Sébastien au Portugal, tout ce qui a entouré la disparition de Louis XVII en France. Donc un pionnier de ces terres originales de la recherche historique qu'a fourni le domaine de l'histoire des mentalités. Marie Bercé, je signale au passage, qui a été professeur dans diverses universités, à Limoges, à Reims, à la Sorbonne Paris 4, et qui de plus est membre de l'Institut de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, et que je remercie donc d'avoir bien voulu venir à notre émission pour parler de son dernier ouvrage. Alors, Histoire des phénomènes... Merci, peut-être il faut que je dise merci d'être invité, parce que j'en suis très heureux. Écoutez, merci en tout cas. Histoire des phénomènes d'hystérie collective. A priori, c'est un domaine où l'on n'attend pas trop les historiens, plutôt les psychanalystes ou les médecins, éventuellement. C'est plutôt dans ce domaine-là que ces questions sont abordées, mais il y a des cas dans l'histoire, effectivement, où l'on constate un certain nombre de phénomènes qu'il faut bien ranger dans le cadre de cette définition. Vous commencez votre ouvrage avec le cas de la petite ville languedocienne de Saint-Orens. C'est tout près de Toulouse. Voilà, c'est une petite ville toulousaine. De Toulouse. Et il se passe des choses étranges, là, en 1680. 1680. Dans cette ville. À la fin de l'année 1780. Oui. Alors, que se passe-t-il là? Parce que c'est un peu emblématique. Alors, cet dans exemple. ce village des environs de Toulouse, au cours du mois de juin, peu avant la Saint-Jean, une folle du village qui fait rire par ses excentricités est saisie de convulsions. Elle se déplace dans l'église, elle semble furieuse, les enfants viennent la voir, apeurés, et puis, quelques jours plus tard, il y a des jeunes filles, ou vraiment des grandes petites filles qui sont saisies à leur tour de convulsions comparables à celles de cette Marie Cluzette qui était un peu la simplette du village. Or là, en quelques mois, quelques semaines, plusieurs petites jeunes filles, tout à fait honorables, tout à fait sympathiques, tout à fait pieuses, dévotes, intelligentes, qui sont prises à leur tour de convulsions. Les parents sont affolés et on imagine et on pense immédiatement qu'elles ont reçu un sort, qu'il y a un esprit malfaisant qui a jeté sur elles un sort et qu'elles sont possédées par le démon. Elles en ont les symptômes. Et on sait bien qu'il existe dans les Pyrénées ou ailleurs et partout des mauvaises gens qui font tourner le lait ou le vin, qui nouent l'aiguillette, enfin, qui sont des esprits malfaisants et qui peuvent envoyer le démon dans le corps d'un innocent ou d'un petit enfant. Donc, ce sont des voies de fait, ils font appel au Parlement de Toulouse pour essayer de poursuivre une enquête criminelle. Alors, c'est ainsi que commence l'affaire. On est à la fin, enfin à la moitié, si vous voulez, du règne de Louis XIV, et le climat, là, est plutôt engagé vers une sorte de rationalisation des comportements. Donc le Parlement de Toulouse délègue deux grands médecins de la faculté de médecine pour
examiner ces filles pour savoir s'il s'agit d'un phénomène naturel ou d'une empreinte effectivement qui dépasse ce monde et qui viendrait du démon. Or, il tente des pièges à ces filles en leur prononçant des formules, en faisant prononcer par un prêtre des formules d'exorcisme, mais à voix basse, qu'elles s'en rendent compte et elles y sont indifférentes. Et puis, au contraire, il leur approche de l'eau bénite, non, plutôt de l'eau de la Garonne, en leur disant que c'est de l'eau bénite. Elles sont prises de convulsions. Autrement dit, ils comprennent que c'est l'imagination qui est en cause, que il n'y a rien là de surnaturel, et ils disent, selon les termes du temps, qu'elle relève de la mélancolie, de la frénésie, que c'est le climat de l'automne qui est propice à la mélancolie, et qu'il s'agit donc de les renvoyer chez elles pour les rassurer. On ne les guérit pas, mais au moins on les rassure, elles ne sont pas empreintes du démon. Alors, voilà la conclusion. Cette enquête a été publiée immédiatement, a été recensée même dans le journal des savants l'été suivant. Pourquoi? C'est parce qu'on était justement à un tournant, on dira, politico-psychologique. On ne croyait plus, enfin tout au moins les magistrats, ne croyaient plus à la criminalité des phénomènes de sorcellerie. Non pas qu'ils rejettent l'idée de la présence de forces du mal, mais qu'ils pensent qu'il faut décriminaliser, c'est-à-dire rejeter du droit pénal le phénomène de sorcellerie, juger éventuellement des personnes qui se disent sorciers pour leur nuisance, pour éventuellement leur empoisonnement ou leur malédisance, mais non pas pour la sorcellerie elle-même. Et en même temps, ce tournant-là, qui est envisagé par les magistrats, correspond à un tournant chez les médecins, qui, à cette fin du XVIIe siècle, considèrent qu'il peut y avoir des passions de l'âme, des désordres de l'esprit, qui ont des répercussions dans le corps. Que ce qui nous intervient, des convulsions, des tremblements, des réactions de sueur, enfin toutes sortes de phénomènes tout à fait corporels peuvent provenir d'un trouble de l'esprit. Alors, ces deux changements de mentalité font que on a changé au fond en peu de temps. On est passé d'un monde beaucoup plus hanté, où le surnaturel pèse, vers un avènement du culte de la raison. Voilà, d'une approche qui se veut plus réaliste. À la fois chez les magistrats et chez les médecins, et pour des raisons différentes. Et également dans l'Église, où l'on voit les évêques extrêmement soupçonneux de toute manifestation mystique, désordonnée, enfin, qui dépasse, je dirais, les comportements ordinaires. Et c'est l'époque qui vient de connaître l'apogée, si l'on veut, des procès de sorcellerie. Alors, qui en voit la fin, qui a la fin. C'est ça, on est à la fin. Je dirais que plutôt que vague de recherche, si vous voulez, des sorciers, de vogue des procès de sorcellerie, il y a, dans l'ensemble de l'Europe, depuis le XVe siècle jusqu'au courant du XVIIe siècle, une vague très profonde, très puissante de démonomanie. C'est-à-dire que le démon est présent dans le monde, il est peut-être aujourd'hui, bien sûr, mais là, chacun... Il est omniprésent. Il est omniprésent, chacun le redoute à l'instant. D'où, si vous voulez, cette pour moi, peur panique de l'ensorcellement qui est générale. Personne n'y échappe. Il peut y avoir des sceptiques dans des cas particuliers, mais personne ne conteste au XVIe siècle et jusqu'au début du XVIIe siècle la pertinence de la poursuite pour sorcellerie. Oui, parce que là, nous avons affaire à une population locale et notamment à des enfants
Dans les années précédentes, on a eu des exemples tout à fait spectaculaires de phénomènes de ce type, avec notamment la fameuse affaire des possédés de Loudun, Oui. ou en Normandie également, l'affaire intervenue dans un monastère de Louviers Oui. également. D'Aussonne également en Bourgogne. Alors, il faut bien serrer les problèmes, c'est-à-dire, on parlait d'une vague de démonomanie. Et de puissance du démon qui s'exerce par l'intermédiaire de sorciers qui ont donné leur âme aux puissances démoniaques. Et comment les sorciers exercent-ils leur pouvoir? Eh bien, une de leurs ruses, de leur forfait, c'est de permettre la présence du démon dans le corps d'une âme simple qui, contre sa volonté, en dépit de sa vie pieuse, de sa sagesse, se trouve saisie d'une sorte de personnalité multiple, on dirait aujourd'hui d'une scission de la personnalité. Le démon parle par leur bouche, les plonge dans des convulsions. C'est cette hystérie de démonomanie, si vous voulez, d'hystérie diabolique, qui est caractéristique là d'une partie du XVIIe siècle. Alors, on nous a cité bien sûr le cas le plus célèbre, celui de Loudun, avec le sort du malheureux Urbain Grandier, curé de Loudun, qui était accusé d'avoir ensorcelé les sœurs. En fait, ce nombre de couvents endiablés qui a fait scandale est très limité. Il n'y en a qu'une dizaine dans l'ensemble de l'Europe chrétienne des XVIe et XVIIe siècles. Et curieusement, les 4 cas les plus spectaculaires sont en France dans la première moitié du XVIIe siècle. Donc, il ne faut pas imaginer... En même temps, je disais que la sorcellerie était extrêmement puissante et généralisée, mais ces possessions dans les couvents, finalement, ont un énorme retentissement, mais si on les compte, si on les analyse, c'est relativement peu. Pourquoi est-ce que l'affaire de Loudun a eu une telle célébrité? C'est que s'il s'agissait de la conjonction avec des problèmes politiques. Si ces sœurs avaient eu leur convulsions, leurs vomissements, leurs crises d'hystérie dans le silence, ou dans le secret du couvent, ça aurait été un phénomène banal dont personne n'aurait parlé. Or, il se trouvait qu'à Loudun, à proximité, Richelieu faisait construire une ville nouvelle de Richelieu, dont il espérait qu'elle se développerait, et qu'il craignait que Loudun, proche de Saumur, qui avait une forte communauté protestante, une académie calviniste, pourrait servir de point d'appui à une insurrection protestante, puisque la guerre de religion, la dernière guerre de religion en France était terminée avec le siège de La Rochelle en 1629, et là nous sommes en 1635. Donc Richelieu avait exigé le démantèlement des remparts de Loudun, et le malheureux Grandier s'est trouvé avoir pris le parti contraire de Richelieu. Alors, c'est là que l'affaire devient une opposition politique, et c'est là qu'elle prend ce retentissement extraordinaire dont tout le monde va être informé. Parce qu'il y a un phénomène un peu comparable à Louviers, mais là, les choses se terminent beaucoup plus Alors, il faut dire qu'il y a des modèles qui ne sont pas seulement transmis par voie orale, par une sorte de rumeur populaire, mais des modèles écrits. Il y a eu des récits de guérison, de possédés, qui ont été composés dans les années... Le premier cas le plus célèbre se situe à Laon en 1566, c'est Nicole Aubry. Ces textes qui ont rapporté l'affaire de Nicole Aubry, guéri par l'Eucharistie après avoir été possédé du démon, ont été repris ensuite, ont été imprimés, ont été lus à Aix-en-Provence, provoquant un scandale chez les Ursulines en 1610.
Les exorcistes qui ont examiné les Ursulines d'Aix en 1610 ont eux-mêmes composé des traités qui ont été lus par religieuses de Loudun. Donc il y a une filiation théorique, en quelque sorte, une leçon qui a un fil continu qui va de Charles IX à Louis XIII en donnant, en vulgarisant en quelque sorte le modèle du comportement de la possession. Alors il ne faut pas croire qu'il serait sot de dire, d'imaginer que c'est une sorte d'empreinte de l'Église. En réalité, une sorte d'obsession imposée. En fait, tout le monde participe de la même croyance. Et je dirais que la possédée dans ses convulsions et l'exorciste qui chasse le démon jouent un rôle, apparemment opposé, mais dans la même tragédie. Ils n'ont pas besoin d'un souffleur, ils ont lu les textes, ils tiennent ce théâtre tragique. Dans un imaginaire partagé. Dans un imaginaire partagé. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que l'Église de Rome s'en était aperçue et qu'à partir très tôt, des années 1580, le Saint-Office refuse de poursuivre les histoires, les énonciations de voyage au sabbat, d'ensorcellement. Et le rituel romain généralisé en 1614 précise bien que les exorcismes doivent être discrets, exceptionnels, autorisés seulement par l'évêque et sans témoin. Or, en France, et d'ailleurs dans les Pays-Bas ailleurs, on n'en tient aucun compte. Non pas qu'on veuille défier Rome, mais simplement qu'au fond, la puissance de communication de l'Église de Rome dans les églises nationales est au fond assez restreinte. Et que l'idée gallicane, c'est plutôt même de se défier des directives qui viennent de Rome. Oui, puis il y a besoin d'une thérapie ouverte en quelque sorte pour surmonter la crise aussi par rapport à... Oui, mais chaque fois on consulte les médecins, on l'a vu là dans le cas de Toulouse, mais même au Moyen-Âge, au XIVe, au XVe siècle, dans le cas de phénomènes surnaturels, on va demander aux médecins, et dans le cas de Loudun, on a fait venir une commission d'une dizaine de médecins, dont l'avis a été que ce qu'ils observaient dépassait les forces de la nature. Et que par conséquent, c'était quelque chose qui ne relevait pas de leurs soins, et que la médecine s'arrêtait là, aux bornes de la nature, et qu'au-delà, c'est quelque chose qui relevait des théologiens. Alors on a surtout évoqué l'univers catholique, mais vous recensez également des phénomènes comparables avec les petits prophètes dans l'ensemble du monde chrétien. Des Cévennes. Et puis il y a aussi la fameuse histoire des convulsionnaires jansénistes de Saint-Médard au XVIIIe. Mais bien sûr, c'est un phénomène, qui n'est même pas seulement chrétien, qui se trouve dans le judaïsme, dans la Bible, le nombre de possédés, Jésus en rencontre plusieurs, les exorcise, et dans le monde antique, on retrouve beaucoup de cas, si vous voulez, tout à fait comparables. Donc, ce n'est pas un phénomène qui est lié au catholicisme, bien sûr. Mais qui se trouve en tout cas dans l'ensemble du monde chrétien. Et oui, parce que même vous allez bien au-delà, dans une approche qu'on pourrait dire anthropologique, vous faites des comparaisons avec le vaudou haïtien, et puis avec aussi les traditions chamaniques sibériennes. Là, si vous voulez, c'est une forme d'écriture de l'histoire que je revendique, mais que je crois qui devrait être générale. C'est-à-dire que je crois, à l'unité des sciences humaines. C'est-à-dire, je dirais que l'anthropologie ou la sociologie sont des branches de l'histoire, si vous voulez. Voilà, l'histoire, c'est la science du temps. Voilà. C'est la science du temps. C'est un élément essentiel de la connaissance, puis c'est la connaissance du passé. Et en ce sens, je prétends prendre l'étiquette, si vous voulez, d'anthropologie historique. Alors, elle peut être
paraître ambitieuse, vaniteuse, cuistrale, mais en fait, je crois que c'est ça, je dirais, l'essence d'une histoire qui essaie tout de même d'être scientifique. Oui, alors je rappelle d'ailleurs... Et donc d'être comparatiste. Au passage, je fais une petite parenthèse. En fait, vous êtes chartiste d'origine, de formation. Vous avez dirigé l'école des chartes, même pendant plusieurs années. Mais on a une image, si vous voulez, du chartiste, alors, qui est en quelque sorte accroché à ses documents. Mais je suis accroché à mes documents. Mais là, on voit que... Mais c'est des documents qui reflètent l'imaginaire. Vous avez ouvert sur des territoires historiques nouveaux, à beaucoup d'égards, par rapport à ce qu'avait été pendant longtemps justement la tradition de la recherche historique. Oui, enfin l'historien a bien sûr le devoir d'être positiviste et matérialiste dans un premier mouvement. Il peut ensuite, il ne pourrait pas sans réductionnisme, sans négationnisme, ne pas envisager des éléments du passé qui sortent, enfin qui dépassent l'entendement et la raison. Il faut au moins essayer de les approcher au plus près on le peut. Alors là, bien sûr, je ne me prononce pas sur l'efficacité de l'exorcisme, mais j'explique jusque dans des phénomènes contemporains le fait que l'Église catholique, et même l'ensemble du monde chrétien, aujourd'hui, maintient des mesures de précaution, de rejet du démon, que l'exorcisme est reconnu dans la liturgie catholique. Avec une demande des fidèles. Oui. Alors simplement, le démon n'est plus nécessairement présent dans ces crises d'historique collective. Est-ce que je peux évoquer là un épisode qui est un peu contemporain, qui se situe en Colombie, où, dans l'ensemble de l'Amérique du Sud, et il y a une politique de vaccination contre un mal récent, un cancer du col de l'utérus qui est propre à l'Amérique du Sud. Et cette campagne de vaccination, il y a simplement 5 ou 10 ans, a entraîné dans une ville de Colombie, au moment des séances de vaccination, des malaises de jeunes filles dans les écoles où on les vaccinait. Et ces malaises, évanouissements, perte de connaissance, sont devenus contagieux. Dans une même ville, plusieurs dizaines de fillettes ou de jeunes filles se sont trouvées prises de convulsions ou d'évanouissements. Les parents ont été épouvantés, ont fait des marches blanches pour protester en accusant le vaccin d'être produit par des industries pharmaceutiques américaines qui essaient des produits qui ne sont pas encore éprouvés sur des cow-boys qui seraient les pauvres populations d'Amérique du Sud. Alors, le président de la République de Colombie est intervenu pour rassurer les populations, a fait une déclaration disant que c'était un phénomène nerveux, psychologique, qui était un accident tout à fait limité, que cette campagne de vaccination était absolument salutaire. Alors, il avait l'air de dire, donc les parents ont dit, comment, alors nos filles sont folles, le président. Donc la colère populaire a été, le message du président a fait au contraire exploser l'indignation. Il s'agissait au fond de trouver un bouc émissaire, et on va chercher le plus polémique, bien sûr, le plus brûlant, au lieu de se contenter du fait que ces filles étaient d'une approche médicale classique, avaient mal déjeuné le matin ou avaient une émotion sentimentale qui expliquait. Et ça, ce phénomène, c'est aujourd'hui. Demain, vous aurez, c'est pas du tout, on n'explore pas le passé, on explore une dimension humaine, de psychologie humaine qui se renouvellera constamment.
La matière est extrêmement riche. Dans votre ouvrage, on trouve aussi d'autres exemples. J'ai évoqué les convulsionnaires de Saint-Médard au XVIIIe siècle. Il y a aussi ce phénomène du tarantisme aussi, qui est quelque chose de tout à fait Alors voilà, il faudrait raconter chacune de ces aventures, psychosociologiques qui correspondent à une époque et à un lieu. Alors voilà, les jansénistes persécutés se réfugient en quelque sorte dans les convulsions, comme les petits prophètes des Cévennes au moment de la révocation de l'édit de Nantes, basculent dans une sorte de prophétisme convulsionnaire. Ça, dans le cas, vous voyez, du calvinisme cévenol. Alors là, vous venez d'évoquer le tarantisme. Alors, on n'aura malheureusement pas le temps de l'évoquer. C'est le sud de l'Italie, c'est les Pouilles, ça s'appelle les Pouilles, et où là, le malaise est attribué à une piqûre d'araignée à la tarentule. Il est supposé se guérir par une musique appropriée qui fait danser la malade, la tarentelle, qui va lui permettre d'expulser le venin de la tarentule. En fait, ce qu'elle expulse, c'est son angoisse. Et c'est donc le tarantisme devient simplement, comme d'autres, comme l'exorcisme, une manière de conjurer l'angoisse. Merci infiniment Yves-Marie Bercé pour toutes ces perspectives tout à fait passionnantes. Je renvoie à votre ouvrage « Esprits et démons, histoire des phénomènes d'hystérie collective » aux éditions Vuibert. Merci beaucoup. Merci infiniment.